Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. À l'heure des réseaux sociaux, que donne-t-on vraiment à voir de soi ? Que partage-t-on de son intimité ? Qu'en reste-t-il ? Mon invitée a choisi, elle, de se raconter, de se dévoiler avec les mots parce qu'elle les a toujours aimés et qu'elle les aime plus encore depuis qu'elle a découvert la poésie. Octogénaire, ayant gardé une âme d'enfant, elle nous entraîne dans son sillage à penser le monde actuel, les jeunes générations, la vieillesse, la vie avec ses bonheurs, ses rencontres, ses chagrins et ses fulgurances. Magicienne culinaire, elle nous parle du sens du partage, du don de soi qui, chez elle, se fait aussi à travers la cuisine, mais peut revêtir bien d'autres facettes. Comment vivre et aimer coûte que coûte, en nous faisant des confidences, toujours avec tendresse et bienveillance, sur son enfance marocaine, son adolescence bercée par Elvis Presley, les beignets au miel à Hanouka et ses petits-enfants. Elle nous bouscule, nous questionne et nous bouleverse. Son nouveau livre, rassemblant une 40aine de textes, s'intitule « Intimité au fil des jours » et il vient tout juste de paraître aux éditions de La Martinière. Vous l'aurez peut-être reconnu, je suis ravie de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose l'incroyable Perla Servan-Schreiber. Bonjour Perla. Oh bonjour Anne, merci infiniment. Alors on le disait un peu hors antenne, les gens vous aiment. D'ailleurs, c'est une citation du magazine Elle sur la couverture de votre livre. Ça a toujours été comme ça, je me suis demandé, ce capital en fait de sympathie, d'amour et d'amitié que les gens comme ça vous témoignent. Comment dire, ça s'aggrave. C'est ça. C'est une très bonne maladie, très très bonne, mais réellement ça s'aggrave. Je pense que l'âge, mon âge, évidemment compte beaucoup dans ces manifestations. C'est comme si, je sais pas, le temps allait manquer, vous voyez, parce que quand même 80 ans, mais je suis extrêmement bouleversée, mais à chaque fois étonnée, comme s'il ne s'agissait pas de moi. Lorsque, comme hier, une jeune femme maximum âgée de 30 ans, absolument ravissante, avec des yeux sublimes, était en train de parler au téléphone en marchant, comme toujours. Moi-même, oui. J'allais dans la direction, enfin en tout cas dans le sens inverse sur le même trottoir. Et elle dit à son interlocuteur « Écoute-moi, excuse-moi, je raccroche. » Et elle me dit « Je vous adore, je vous adore. » Et c'était mais tellement joli, tellement spontané. J'ai presque eu envie de me retourner derrière moi, comme si on ne s'adressait pas à moi. Pourquoi est-ce que dans ces moments-là, je suis à la fois bouleversée et comme dédoublée, Anne ? C'est très étrange comme sensation. Heureusement, je ne m'habitue pas à ce genre de réaction, mais voilà, c'est juste pour illustrer ce qui peut se passer et ce, réellement, dans toutes les générations. Je trouve ça absolument magnifique, c'est un cadeau que me fait la vie.
Je me suis demandé de quelle envie, de quel désir était né ce livre, Intimité au pluriel, avec un S donc à la fin. Il est venu de ce réflexe que j'ai de pouvoir parler de moi en toute liberté, sauf de ce qui est mes 34 ans d'intimité avec Jean-Louis, l'homme de ma vie à qui ce livre est dédié. Mais tout le reste de mes intimités, et je crois que c'est intéressant comme différence à marquer entre l'intimité globalement et les intimités. Pour moi, en tout cas, c'est 2 territoires différents, mais en même temps, il s'agit bien de moi et il s'agit bien d'émotions ressenties et partagées, parce qu'il me semble que ça peut faire du bien, puisque moi, ça me fait du bien de les formuler. C'est ce travail-là de formulation de ce que je ressens au plus juste et au plus petit de moi-même que j'ai essayé de travailler sans évidemment presque jamais y parvenir. D'ailleurs, l'intimité a-t-elle encore un sens aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux où tout à chacun peut voir ce que fait l'autre et puis donner peut-être même parfois en pâture sa propre intimité? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette intimité, globalement au niveau collectif? Alors, je n'appartiens pas à cette génération où, comment dirais-je, montrer certaines parties de son corps, certains gestes intimes, tout ça est quelque chose qui m'est totalement étranger. D'ailleurs, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne fréquente pas, je suis sur Instagram et j'ai la chance d'avoir une personne très précieuse à mes côtés qui, elle, manie avec une dextérité formidable, en tout cas ce réseau-là. Donc j'ai un compte, mais qui est animé par une personne, évidemment, qui est dans mon intimité et avec laquelle nous échangeons. Mais je sais tout juste y aller. Quand elle me dit « Est-ce que vous avez vu la story ?» Je me trompe encore de bouton. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Donc, je suis hors ce monde-là et je crois que c'est assez précieux pour moi pour garder une certaine, entre guillemets, fraîcheur malgré mon âge, pour pouvoir parler de choses qui, elles, me semblent a priori indicibles. Mais j'aime ce travail, cette recherche de trouver le mot juste pour dire l'émotion juste. Les mots, on va évidemment en parler longuement, ces mots qui vous inspirent. Peut-être, avant ça, revenir aussi sur ce que vous aimez aussi particulièrement. J'en ai parlé en introduction, c'est la cuisine. Oui. Vous dites que cuisiner, c'est comme une forme de méditation. Je me suis demandé si les mots et la cuisine, quel lien avaient les mots et la cuisine d'ailleurs pour vous, puisque vous venez de parler des mots. Il y a une quête et en même temps une grâce à pouvoir assembler des légumes, des épices et des mots et des émotions. J'y vois quelque chose d'assez parallèle. Comment le dire autrement ? Même si ça paraît réellement 2 univers différents, mais il y a, encore une fois, l'envie d'être juste et de toucher une harmonie. Je ne suis hélas pas du tout musicienne, mais peut-être que si je l'étais, c'est évidemment, j'imagine que pour tous les musiciens, il s'agit bien d'harmonie. Mais c'est ça, et c'est aussi dire aux gens combien je les aime, sans leur dire de cette façon-là.
C'est vrai qu'entre les mots et puis les ingrédients, il y a cet alliage, hein. Il y a ce qui prend et qui fonctionne bien, comme vous le dites si bien, en harmonie, et ce qui prend pas. Et le parallèle, je trouve, en tout cas, entre les deux, vous qui avez ce goût des mots et le goût de la cuisine, finalement, peut fonctionner. Oui. D'ailleurs, dans vos livres de cuisine, il y a toujours des textes qui accompagnent Toujours. avec du sens. Ce ne sont pas seulement juste que des recettes, entre guillemets. Il y a toute une ode aussi à la cuisine autour de ça. Oui, parce que, et là, je crois que c'est aussi quelque chose qui est commun, à la fois à, en tout cas, ce que j'essaye de mettre dans mon écriture et ce que j'essaye de mettre dans mes plats, c'est je suis habitée par un désir profond de faire du bien. Alors, je crois que j'aurais pu être bonne sœur. Peut-être que je vais finir comme ça, moi, je ne sais pas, dans un lieu, voilà, où on se retire, où on est hors du monde. Mais je suis hors du monde lorsque j'écris ou lorsque je prépare à manger. Je suis dans ma bulle, vraiment. D'ailleurs, puisque vous parlez de peut-être devenir nonne un jour, vous portez presque l'habit, puisque Oui. vous êtes toujours vêtue de blanc, ce blanc dont vous parlez d'ailleurs dans votre ouvrage. Oui, c'est vrai, j'en parle et c'est vrai que, voilà, même si j'ai essayé de me souvenir qu'est-ce qui a bien pu déclencher ça, et je l'ai relié à un événement d'ailleurs dans le texte sur le blanc, et je ne suis pas sûre que ce soit seulement ça. Je crois que c'est très mystérieux. Puis vous savez, à mon âge, Anne, il y a deux choses sur lesquelles je fonctionne à fond, parce que je crois que je ne comprends pas grand-chose, en fait. C'est les mystères et les miracles. Tant de choses me sont mystérieuses, et je les accepte comme telles, et puis tant de petits miracles se adviennent chaque jour dans nos vies, même quand ils adviennent à côté de drames. Mais la vie, elle est faite de ça. Donc, mystère et miracle, voilà, c'est le contraire de ce que a pu nous enseigner Descartes. Mais quand on veut les repérer, il y en a des petits miracles dans des journées. Est-ce que vous avez le sentiment que cet émerveillement que vous avez, cette acceptation face au mystère et aussi au miracle, est plus prégnant aujourd'hui qu'avant, quand vous étiez peut-être dans une vie... alors, vous êtes encore très, très active. Oui, mais c'est différent. Vous avez raison. Mais vous étiez dans une vie vraiment trépidante. Vous avez été éditrice, patronne d'un grand magazine, etc. Donc, on peut dire que vous aviez des charges, des responsabilités importantes aussi. Beaucoup. Voilà. Et je suis effectivement libérée de cette partie que j'ai adorée, mais qui était très lourde dans ma vie de magazine. Hein. Ce sont des ruches humaines et des enjeux aussi économiques et financiers, bien sûr. Donc, j'ai vécu avec une immense joie toutes ces années-là, 50, tout simplement, donc longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si voilà, j'ai des échéances hebdomadaires avec ma newsletter et quotidienne avec les gens que je rencontre, et voilà, comme est la vie, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'il y a l'âge plus la transformation de mon quotidien, plus le fait que je me retrouve seule après la mort de Jean-Louis, qui avait une telle place dans ma vie, il y a des changements très profonds en moi, incontestablement, très profonds. Et j'essaye d'apprendre à marcher sur une patte, mais en me tenant à toutes les balustrades pour éviter la chute. Mais je sens la menace de la chute tout le temps. Au sens propre et figuré ou au sens figuré, là, vraiment ? Au sens propre et figuré.
l'âge, c'est l'obsession de la peur de la chute. Et pourtant, vous dites, moi, si ritualisée, me voilà aventurière quand vous parlez des mots, en confiance, libre. Il y a quelque chose qui marche sur une patte, mais qui peut-être, comme vous venez de le dire, mais qui en même temps a trouvé une balustrade peut-être à travers les mots, justement. Oui, j'ai trouvé cette balustrade qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, j'espère encore, bien sûr, ô combien progresser, parce que voilà, il n'y a jamais de limite à ce chemin. Vous le connaissez, vous êtes aussi dans les mots. Mais je suis très, agréablement surprise par mes tout petits progrès. Je les apprécie. Et ces petits progrès, ils viennent simplement du fait de ne plus s'interdire, plutôt, de ne plus s'interdire d'aller au plus juste des émotions. Vous avez fait peut-être vôtre cette phrase qui introduit votre ouvrage de Simone de Beauvoir dans son livre La force de l'âge en 1960. Je me suis lancée dans une imprudente aventure quand j'ai commencé à parler de moi. On commence, on n'en finit pas. La preuve. Je dois me rendre à cette évidence. Et pourtant, c'est très bizarre, mais j'ai toujours eu ce désir, ce fantasme d'être transparente. Mais transparente, pas simplement dans la sincérité, transparente pour qu'on ne me voit pas. Et alors, comme me disait Jean-Louis, pourtant tu t'habilles en blanc, et si tu ne t'habillais pas en blanc, je ne te reconnaîtrais pas gare de Lyon quand on prend le train. C'est-à-dire que c'est quand même ce qu'il y a de plus visible. Alors, allez donc comprendre les paradoxes, vous voyez, de ça. Mais c'est vrai que je rêverais d'être transparente. Je ne sais pas. C'est très curieux comme fantasme. C'est drôle que vous disiez ça parce qu'il y a peut-être une quinzaine d'années, je vous ai croisé montant dans un taxi avec Jean-Louis, gare de Lyon. Vous ne me connaissiez pas à l'époque, on ne se connaissait pas. Oui. Et je vous ai reconnu comme ça parce que vous étiez en blanc. Et oui. C'est drôle que vous me disiez, vous me c'est parliez de cette gare de Lyon. Que vous l'ayez c'est intéressant. Vécu. Oui, c'est ça. Que vous ayez vécu. Et bien pourtant, vous voyez, même si la réalité est bel et bien là, ce qui se passe dans ma tête, c'est bien ce que je viens de vous dire. Vous dites à propos de ces rituels que vous êtes ritualisé. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Vous parlez du monde qui manque aujourd'hui peut-être de ces points d'or, comme vous les appelez. Vous avez emprunté cette formule au poète Joseph Delteil. Alors, oui. Qu'est-ce que c'est être ritualisé ? Quels sont vos rituels à vous, Perla ? Alors, mes rituels sont, mon Dieu, assez classiques. Mais c'est vrai que pour moi, il y a une différence entre je fais une différence entre les rituels et les points d'or. Ce sont deux choses différentes. Mes rituels sont tout simplement ce qui structure le temps. Alors, je me réveille très très tôt parce que le sommeil est quand même évidemment ce qui a pas mal trinqué depuis la mort de Jean-Louis. Mais c'est pas grave, je m'organise différemment. Donc, je me réveille entre 4 et 5 heures. Et là, j'ai évidemment je parle beaucoup de café, je crois, dans mon livre. Ce qui est grotesque, mais c'est vrai que j'ai une espèce de passion pour le café, et notamment le matin. Donc je me précipite sur le café. Et après ça, je médite. Et après ma méditation, je me remets au lit. Et là, j'écris en mettant un coussin sur mes jambes, enfin plutôt sur mes cuisses. Et sur ce coussin, il y a mon ordinateur. Et là, il s'est passé deux choses peut-être intéressantes pour nos auditeurs et auditrices à souligner, et pour vous, comme confidence. Quand Jean-Louis est mort,
j'ai saisi un cahier, un stylo, et je lui ai écrit chaque matin. Mais je ne suis pas allée une seconde vers mon ordinateur. C'était comme ça tous les matins pendant plus d'1 an et demi. Je n'en ai bien sûr rien fait, mais j'ai laissé ça de côté, et puis m'a été suggérée l'idée par une amie de faire une newsletter. Je ne savais même pas ce que ça pouvait en gros signifier pour moi. Puis j'ai appris à écrire sur cette longueur de texte, vous voyez, qui n'est ni trop court ni trop long, et c'est un format qui vous oblige à écrire différemment, à réfléchir davantage à chaque mot. Et cette expérience-là que j'ai faite, par contre, j'ai repris mon clavier, bien sûr, et mon ordinateur, j'ai adoré ce petit format. Et d'ailleurs, ce livre, comme vous l'avez annoncé, est fait d'une quarantaine de textes de cette longueur. Voilà. J'ai l'impression que ça correspond aussi à cette espèce d'urgence que vivent les hommes et les femmes de notre temps, et qui consiste à lire court. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui convient aussi. Ça convient dans un format aussi de plus en plus poétique chez vous, qui surgit. Ah oui. Il y a un surgissement véritablement de la poésie dans cette musicalité des mots. Vous parliez de vous comme une non-musicienne tout à l'heure, mais on retrouve vraiment une musicalité dans les poèmes que vous écrivez à certains de vos proches, etc., etc. Mais à ma grande surprise, c'est sorti un jour, voilà, sous ma plume. D'ailleurs, je crois que c'est sorti dans des textes que j'écrivais à Jean-Louis pendant cette fameuse année et demie. Il me semble bien que c'est là que ça a dû naître. Je ne les ai jamais relus, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais probablement que ça venait là. C'est totalement nouveau dans ma vie. Je lisais déjà de la poésie depuis quelques années, et notamment Bobin. Et c'est cette nouvelle forme de poésie qui est en fait une musique. Et ce qui m'intéresse dans cet exercice vraiment encore très approximatif, de temps en temps, il y a une grâce, et puis il y a 3 lignes qui sont jolies, voilà, harmonieuses et justes. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'écris à l'oreille. C'est-à-dire que c'est j'ai pas le sentiment que c'est la même zone du cerveau. Il faudrait que j'en parle à mon amie, neuropsychologue Sylvie Chocron, pour qu'elle me dise à quoi ça correspond. Mais tout d'un coup, c'est l'oreille qui me dit ce mot est juste ou pas, tu vas à la ligne ou pas. Et on finit par appeler ça de la poésie, mais c'est une très grande surprise pour moi-même. Je me suis demandé, vous parliez à l'instant de Jean-Louis, je me permets de le citer, de parler de lui, parce que j'en ai parlé avec Florence Servan-Schreiber avant sa mort, du fait que son papa avait ce rituel d'écrire tous les jours. Oui, tous les jours. Voilà, tous les jours. Et donc, elle a aussi publié, comme vous le savez évidemment, un livre sur l'écriture. Donc, on a parlé d'écriture, de ce qui avait été transmis dans sa famille. Est-ce que vous avez récupéré quelque part ce flambeau, justement, de Jean-Louis, quand vous êtes mise à lui écrire comme ça tous les jours? Écoutez, c'est vous qui mettez le doigt sur ce qui ne m'a jamais traversé l'esprit, mais peut-être y a-t-il un lien, peut-être y a-t-il cette place qui, tout d'un coup, était vide et qui m'était insupportable. Peut-être. Ça n'est pas impossible, mais vous êtes en train de m'ouvrir une voie. Vous avez parlé du café tout à l'heure. Alors, comme je sais que vous êtes quand même fine cuisinière, peut-être vous nous donnerez quelques marques de café que vous aimez, ou même peut-être une recette au café qu'on publiera sur nos réseaux, si vous êtes d'accord, Perla. Ah bah écoutez, moi je veux bien vous donner le nom de mon fournisseur de café, parce que je traverse tout Paris pour aller chercher mon café. Et
Et c'est tout, voilà. Mais une recette à base de café, oui, je fais des petits pots, voilà, une espèce de petite crème au lait, tout dans des petits pots ravissants au café, j'adore ça. Alors, donnez-nous quand même votre marque de café, comme ça c'est fait. Et puis, ceux Alors, qui sont amateurs pourront y aller. malheureusement, c'est très frustrant pour les gens qui n'habitent pas Paris, vous voyez. Mais en tout cas, à Paris, il y a rue Saint-Honoré un torréfacteur remarquable qui s'appelle Verlet, Verlet, et qui se trouve rue Saint-Honoré et qui a des origines et des provenances de café évidemment très différents. Il n'est pas le seul, mais très différent. Mais il a un mélange qu'il fait lui-même et qui s'appelle le pavois et qui me convient parfaitement. Il est à la fois corsé et en même temps, il ne me donne pas la migraine. Je peux en boire 1 litre, tout va bien. Parfait. Donc ça, voilà, vous avez l'adresse. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Merci beaucoup. Dans votre ouvrage, vous vous intéressez beaucoup aux liens intergénérationnels. Sont-ils salvateurs pour vous ? Vous dites quand même que tout doit converger vers la proximité et l'amitié des générations. Ça, c'est fort, je trouve. J'ai la chance, et c'est toujours à partir d'une expérience personnelle que les choses naissent, parce qu'on les ressent. On ne fait pas seulement que les comprendre. J'ai les 2/3 de mes amis qui ont la moitié de mon âge. Ma conviction est que, outre mon tempérament, je leur dois le fait de vieillir pour l'instant, sans trop de dégâts, si je puis dire, et avec ce qui me paraît essentiel, c'est-à-dire vital, c'est le désir de faire des choses. C'est le désir de rencontrer des gens. J'ai parlé, je crois, il me semble, oui, dans ce livre des Magic Lunch qu'a organisé une de mes amies. C'était extraordinaire de voir la créativité de quelques personnes qui m'entourent pour essayer de me faire traverser voilà, les jours et les jours après la mort de Jean-Louis. Et une de ces idées magnifiques, je la livre vraiment à nos auditrices et auditeurs, c'est ce Magic Lunch. Elle a eu l'idée de me proposer que, je ne sais pas, 4 fois par an, 3 fois par an, elle puisse faire une sélection de gens qu'elle a rencontrés et qu'elle a trouvé très intéressants. Et elle invite à ce Magic Lunch 6 ou 7 de ces personnes que je n'ai donc jamais vues, dont je n'ai jamais entendu parler. Et arrivent ces personnes chez moi et nous passons 2 bonnes heures, 2 heures et demie ensemble à table. Et c'est un cadeau, mais incommensurable. Donc, il y a dans, comment dirais-je, cette obsession de ne pas m'isoler, et c'est très facile avec l'âge, et c'est très facile avec mon tempérament, et je me suis battue contre moi-même, encore une fois, et notamment depuis le départ de Jean-Louis, pour ne pas m'enfermer. Et ça a été à la fois une vraie bataille, mais j'ai été tellement aidée par ma famille, les enfants de Jean-Louis, mes petits-enfants, tout le monde s'y est mis, et ça a été extraordinaire. Et du coup, travaillant beaucoup, écrivant des choses sur la vieillesse, m'est venu ce besoin de militer pour ça, pour l'intergénérationnel. Il est très simple pour chacun d'observer que depuis cette Covid, dont on n'a pas fini d'imaginer les retombées sociologiques, économiques et de comportement des individus, depuis mai 68, il n'y a pas eu, à mon humble avis, de transformation aussi profonde de la société. Et il y a les 2 populations qui ont le plus souffert de ces années-là, ce sont les jeunes
et les vieux. Et les deux ont souffert d'isolement. Il m'est apparu comme peut-être quelque chose à tenter, c'est de les rapprocher. Ils ont à apprendre beaucoup les uns des autres. Et les rapprocher comment? Il faut commencer à y travailler. Il faut imaginer un urbanisme peut-être qui favorise ce genre de rencontres où, quand les vieux ne sont pas encore en EHPAD et qu'ils sont, ou elles sont, peu importe, bien sûr, autonomes, pourquoi ne pas s'entraider de cette façon-là? Pourquoi ne pas, donner le fruit d'une expérience et aux autres, cette fraîcheur, cette écoute, ce désir de vivre la modernité, mais vraiment de face, de plein fouet, et peut-être d'entraîner un tout petit peu les personnes plus âgées dans ce chemin. Et même dans les EHPAD, pourquoi ne propose-t-on pas à des jeunes de venir faire la lecture à celles et ceux qui sont évidemment encore en état, vous voyez, d'apprécier ce genre de choses, ou même de se raconter, ou je ne sais pas, mais ils trouveront dans cette façon-là. J'ai cette intuition, elle est peut-être absurde, elle est peut-être irréalisable, mais je crois beaucoup aux choses, aux idées folles au départ, que l'on arrive à faire rentrer dans la réalité. J'ai parlé d'ailleurs d'une autre idée folle extraordinaire dans cette émission avec Marie de Henzel, qui est venue mettre en avant cette expérience et ce développement des béguinages solidaires, où des personnes seniors, mais qui vont des seniors jeunes aux seniors plus grand âge, de prévoir en fait leur logement ensemble plus tard et de avec une vingtaine de personnes. C'est extraordinaire. Je suis sûre de ça. Alors maintenant, comment on le réalise, comment on le fait rentrer dans la réalité, j'avoue que je ne sais pas, mais j'essaye de rencontrer des gens qui, eux, peuvent avoir des idées là-dessus. On sent que, alors, peut-être reviendrez-vous dessus, vous dites que vous n'avez pas été mère par choix. Quelle grand-mère êtes-vous? Vous avez cette lettre à votre petit-fils pour ses 18 ans, avec qui vous entamez cette correspondance épistolaire, puisqu'il est loin, il est aux États-Unis, à Berkeley. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie comme ça de transmettre aux jeunes générations et peut-être à vos petits-enfants en particulier? Alors, je suis une grand-mère gâteuse, totalement gâteuse. J'ai la chance d'en avoir quand même 3 sur mes 8 petits-enfants que j'ai à Paris. Et ça, c'est juste une grâce. Et j'ai la chance qu'ils aient en tout cas encore envie de me voir. J'essaye de me maintenir pour qu'ils en aient envie. Donc, il y a dans ce non-désir d'enfant quelque chose qui s'est confirmé, que j'ai eu la chance de ne jamais regretter. Et en fait, ce que je crois comprendre aujourd'hui, c'est bien sûr que ce non-désir d'enfant, c'était pour moi le fait de pouvoir rester libre. J'ai été obsédée par la notion de liberté, puisque j'ai eu une mère magnifique qu'on a mariée à 14 ans, qui a eu un premier enfant à 15, sans même savoir ce qui lui arrivait, et qui toute sa vie a beaucoup regretté cette absence de liberté et d'autonomie financière qui lui aurait permis cette liberté. Ça a donc été pour moi une réaction immédiate à ça, et ma chance, c'est que je ne l'ai jamais regretté. Mais ce que je comprends depuis que j'ai des petits-enfants, c'est qu'en fait, ce refus d'en avoir, c'est en fait le refus d'en avoir à moi. Je suis quelqu'un à qui il manque plein de choses, bien sûr,
mais il me manque le sens de la propriété et le goût de la propriété. C'est une abstraction pour moi. Je n'ai jamais, avant de rencontrer Jean-Louis, rien possédé. Ni un vélo, ni un studio, ni rien. Voilà. Je n'avais pas non plus des moyens qui me permettaient d'accumuler des biens, mais toutes mes amies qui travaillaient et qui gagnaient honorablement leur vie avaient une voiture ou un studio ou les deux. Enfin, vous voyez, je n'ai aucun sens et aucun goût pour la propriété. Et aujourd'hui, où je me retrouve, en tout cas jusqu'à ma mort, avec une responsabilité, des responsabilités, de posséder et de continuer à m'occuper de toutes ces choses-là, c'est pour moi un calvaire. Alors que je ne recule pas devant la tâche, je ne suis pas ni flemmarde, mais c'est quelque chose qui m'est étranger. C'est une abstraction pour moi. Et c'est pareil pour les enfants. En fait, je suis une mère et une grand-mère universelle. Vous transmettez d'ailleurs l'amour. Vous le dites, vous êtes... il y a une amoureuse de l'amour à travers vous. Et vous parlez du no romance, en fait, dans les jeunes générations. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur transmettre, justement, à ce niveau-là, par rapport à l'amour ? Et d'ailleurs, vous citez Montaigne, qui parle de l'amitié, mais on peut le dire aussi pour l'amour, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'était le cas de vous avec Jean-Louis. Bien sûr, bien sûr. J'ai très, 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 très envie qu'ils vivent. Chacun, je ne vois pas quelle expérience dans une vie humaine, dans un parcours humain, peut être plus entière, plus bouleversante, celle qui dit « je suis heureuse d'avoir vécu » ou « je suis heureux d'avoir vécu ». Je n'en connais pas, je n'en place aucune au-dessus de celle-là. Mais à condition, ça ne peut advenir que si on est évidemment deux à en faire un projet de vie. C'est avant tout et après tout, c'est ça qui compte. Alors, évidemment, si des choses graves se produisaient ou si on découvrait chez l'autre, vous voyez, quelque chose qui est soudain insupportable, évidemment, on a la chance de vivre à une époque où on peut s'en aller, se séparer. C'est pas ça le problème. Mais si on le vit avec le sentiment qu'au fond, c'est pas grave si ça s'arrête, on peut en fabriquer un autre dès le lendemain matin en étant sur des réseaux sociaux. Évidemment que là, il ne s'agit pas d'amour, il s'agit de rencontres. Elles peuvent, parfois, et bien sûr, se transformer en amour et durer. Mais généralement, ce qui est proposé, c'est le no-romance. Aujourd'hui, tout ça évolue, bien sûr, et on peut à nouveau retomber dans l'amour fou et le romantisme. Et puis d'ailleurs, tout existe et en parallèle. Mais ce qui caractérise ce temps que nous vivons, et dont j'ai les témoignages par mes petits-enfants, c'est comme ça que j'ai l'air instruite sur ce qui se passe, c'est parce qu'ils ont vraiment cette spontanéité et cette générosité pour m'en parler. Mais en même temps, il y a chez eux une telle, c'est même pas une nostalgie, puisqu'ils ne l'ont pas encore connue, mais comme ils regardent vivre des gens, et ils m'ont regardé vivre, ils ont regardé leur grand-père, et puis bien d'autres exemples autour d'eux quand même, ils se disent, c'était quand même pas mal, ça. Donc, je ne désespère pas qu'ils prennent cette voie, mais qui est un engagement et un travail, je dis bien, de chaque instant. Alors, ça fait écho quand même avec ce que vous dites, de passer du « je pense, donc je suis » à « je sens, donc je suis ». Peut-être qu'il y a une forme d'anesthésie émotionnelle plus importante aujourd'hui dans
dans le monde, et que ça touche les jeunes ou les moins jeunes générations, mais qu'on n'est plus dans ce ressentir, dans je me laisse porter en fait par mes émotions, parce que je ressens profondément. Vous en parlez dans votre livre. Pour ma part, c'est très clair. Je fonctionne aujourd'hui beaucoup plus au ressenti qu'à la pensée et à ce qui relève de la pure intelligence. Vous voyez, peut-être que c'est simplement, encore une fois, des zones de mon cerveau qui maintenant sont davantage sollicitées, ou peut-être que d'autres, je deviens de moins en moins capable de les solliciter. Mais ça me paraît tellement plus juste dans ma vie aujourd'hui, que c'est ce que je ressens qui me permet de mettre un pied devant l'autre et d'avancer sans trop trébucher. Je fais confiance à mes ressentis et je fais confiance à mon intuition. Alors, vous cultivez aussi quelque chose peut-être qui fait défaut dans notre société, qui est la vertu du silence. C'est vrai que se mettre au désert intérieur, dans ce temps de silence intérieur, permet d'accéder peut-être plus au ressentir, justement. C'est un besoin pour moi comme l'oxygène nous est nécessaire à tous. Et vous allez trouver ça bien paradoxal. Je viens de vous dire que j'aime plus que tout les rencontres, les échanges humains, j'aime beaucoup tout ça, mais j'ai besoin à côté de ça de beaucoup de temps de solitude et de silence. Beaucoup. Mais ce que j'observe, c'est que, au fond, est-ce qu'on parvient jamais au silence? Même quand on est seul, les voix se croisent sans arrêt dans notre tête. C'est très rare de saisir un moment. D'ailleurs, je crois que c'est dans un texte qui va paraître dimanche dans ma newsletter que j'ai essayé de témoigner d'un instant comme ça où tout d'un coup, rien d'autre n'existait que ce que je voyais ou ce que j'entendais au loin comme petit bruit dans la campagne. C'est très très rare, y compris bien sûr pour moi, qui suis dans le silence assez souvent, mais je crois qu'il y a toujours tellement de voix qui viennent bien exister, même quand on se tait, même quand on est seul. Mais déjà, le fait de se taire et de n'être pas dans cette attention-là, c'est un autre type d'attention. Cette attention-là me permet de me récupérer, de me restaurer, de me régénérer. Intéressant. Quel lien vous faites avec la joie, vous qui dites « je suis née joyeuse ». Est-ce que quand on n'est pas né joyeux ou joyeuse, la joie peut être un apprentissage justement dans cette rencontre intérieure avec soi-même dont vous parliez à l'instant? Je ne sais pas si elle est possible si on n'a pas un tant soit peu de gènes de cet ordre, comme tout le reste d'ailleurs, pas seulement la joie, il en est de même pour tout le reste. Et quand on n'a pas eu la chance de baigner aussi, de voir des gens joyeux autour de soi, parce que ça aussi, ça fonctionne par contagion. Quand on a quelque chose en soi que ça touche, il y a une contagion à voir fonctionner des gens joyeux. J'en suis profondément convaincue. Moi, j'en ai dans ma famille. Et je me frotte sans cesse à elle. C'est vraiment quelque chose qui est une évidence pour moi. Mais en tout cas, ça se cultive. C'est certain. Ça se cultive. Il y a ce gène, mais il y a aussi, comme toutes les graines, que l'on peut semer. Et il faut aussi s'en occuper, il faut arroser, il faut tailler, il faut apporter du fumier, il faut s'en occuper. Sinon, les choses ne poussent pas comme ça du jour au lendemain. Si, les mauvaises herbes, et ça peut être joli d'ailleurs, ça peut être joli, les mauvaises herbes, mais ce sont des mauvaises herbes.
Voilà, il ne faut pas se tromper, vous voyez, dans ce que l'on regarde ou dans ce que l'on apprécie. Mais la joie, c'est un véritable trésor et ça vaut la peine, si on en perçoit quelque chose de l'ordre d'une disposition, de s'attacher à développer et à déclencher des situations dans sa vie qui vous permettent d'être joyeux. Et je dois reconnaître que là, tout ce qui est artistique est déjà des sources de joie incommensurables. Ah ben, artistique, et on parle de la poésie avec tous vos poètes. D'ailleurs, dans chaque introduction de texte, il y a une page avec une citation que vous avez choisie avec le plus grand soin. On voit que vous avez cet amour de Rilke, de Bobin que vous citez, et puis bien d'autres philosophes, y compris contemporains également, bien sûr. Oui, très, très contemporain. D'ailleurs, je suis beaucoup plus lectrice et amateur ou amatrice, je ne sais pas comment il faut dire, maintenant qu'on féminise tout, de poésie contemporaine, oui, beaucoup plus. On va revenir sur ce qui féminise, puisque vous en parlez aussi. Mais avant ça, une joie qui vous est un peu tombée dessus, comme vous pourriez le dire, qui frappe au cœur quand elle veut. C'est une expression que vous employez dans un autre chapitre. Mais là, quelque chose qui vous a mis en joie, c'est d'être tombée amoureuse de votre prénom sur le tard, comme ça, un peu sur le tard. C'est drôle. Ah oui. Oh là là, ça a été un fardeau. C'est très difficile, vous voyez, d'être... de porter un prénom que personne d'autre ne porte quand on est petit, qu'on va dans les premières années à l'école primaire et même un peu plus tard. Mais chez moi, j'ai mis du temps à m'approprier ce prénom et en fait, personne ne s'appelait Perla. En fait, on m'a nommée Perla parce que j'avais une grand-mère que je n'ai pas eu la chance de connaître. Elle est morte 1 mois avant ma naissance et c'est pourquoi on m'a donné son prénom. Nous sommes 2 dans la famille à nous appeler Perla et à nous appeler Perla Danan. Danan, c'était mon nom de jeune fille, comme on dit. Et on est 2 dans la famille à s'appeler Perla Danan. Et puis, en dehors de ça, personnellement, je n'en connais pas d'autres. Il doit bien entendu en exister, mais je n'en ai jamais eu, ni dans ma classe, ni dans mon environnement. Et en fait, ce prénom est devenu mon identité profonde, beaucoup plus que le nom de Danan et encore plus que le nom de Servan-Schreiber, que j'ai pris en épousant Jean-Louis de la manière la plus heureuse, la plus spontanée. Autour de moi, j'ai toute ma vie vu des femmes qui ont porté le nom de leur mari quand ils se sont mariés. J'aurais très bien pu faire un choix inverse, bien sûr. Encore que ça faisait très plaisir à Jean-Louis que je le porte. Mais je l'ai choisi. Enfin, c'était juste une non-réflexion, vous voyez. Et en fait, quand j'ai pris ce nom, j'avais donc déjà 43 ans. Encore une fois, c'était un choix. Ça a été terrible. Terrible. Je ne savais plus qui j'étais. Et j'ai vraiment vécu, évidemment, le nom n'était pas la seule raison, mais il y a eu un tel bouleversement dans ma vie de femme de 43 ans, libre jusque-là, et qui n'avait jamais partagé la vie d'un homme, même si j'ai eu la chance d'avoir des hommes dans ma vie que j'ai vraiment aimés aussi, et qui me l'ont bien rendu. Mais cette vie-là, elle était une grande première à 43 ans. Donc, c'était pas banal. Et du coup, je ne savais plus qui j'étais. Et là, tout d'un coup, c'est mon prénom qui a volé à mon secours et qui, tout d'un coup, m'a dit « Mais tu es d'abord Perla, tu es celle-là. » Et là, mon prénom a été un miracle. J'ai adopté mon prénom. C'est très étrange à dire, mais c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, mon éditrice avait très envie que sur le bandeau de ce livre, il n'y ait que Perla et non pas mon nom. Mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal à dire oui. Là j'ai un peu résisté, je dois reconnaître. Cette couverture des livres est d'ailleurs très
à votre image, très sobre et très simple et très belle en même temps. Elle irradie le papier est magnifique. Ouais, le papier est très épais, magnifique. C'est assez rare pour le noter, vraiment. Voilà, je voulais un bel objet et j'avoue, je remercie infiniment les éditions La Martinière de m'avoir suivi dans cette voie. Oui, je reçois très peu de livres aussi beaux que le vôtre, aussi simples et aussi beaux. J'aimerais revenir peut-être sur justement le féminisme en faisant écho à quelqu'un qui n'en a pas parlé spécialement, mais qui disait que habiter le monde poétiquement, c'était habiter le monde aussi humainement. Voilà, c'est ça que ça vous a révélé. Voilà, c'est Bobin. Et donc, ça vous a révélé ça. Et je me demandais si dans ces mouvements MeToo féministes et qui sont certainement, évidemment, nécessaires, parfois, il pouvait y avoir aussi un manque d'humanisme. Vous le dites, de ne pas prier à nos combattantes qui ont su libérer la parole des femmes, des femmes, et non pas des fans, de ne pas jeter l'amour avec l'eau du bain. Oui. Voilà, peut-être aussi de ne pas manquer de cet humanisme, d'une certaine manière. Vous avez entièrement raison d'utiliser ce mot et surtout d'utiliser, de ne pas jeter ce qui est pour nous humains, la mission que l'on a sur cette terre, c'est de vivre ensemble le mieux possible. Et là, il m'a semblé qu'il y a, évidemment, à côté de ce miracle merveilleux de la parole libérée, si le prix tout d'un coup à payer, et peut-être le faut-il d'ailleurs pendant un certain temps, c'est comme ça les révolutions, avant que les choses ne se rétablissent, peut-être sur un autre mode, je ne sais pas lequel, mais aujourd'hui, je suis très frappée par ce manque d'amour et d'humanité qui préside, vous voyez, à ce mouvement. Mais encore une fois, il me semble que ça doit être normal, parce que c'est une telle révolution. Il faut bien casser des œufs pour faire une omelette, c'est sûr, il faut le faire. Mais je m'inquiète qu'elle ne dure. Je pense que moi, je ne la verrai pas, mais je serais vraiment contente que ce temps-là soit le plus court possible pour arriver à installer un nouveau mode relationnel entre les hommes et les femmes, mais surtout où l'amour reprend sa place. Merci pour cette parole, et on approche de la fin de cette émission. Je sais que justement, il y a un de vos petits-enfants qui vient vous chercher. Il est beaucoup question de métamorphose, puisqu'on est dans cette émission Métamorphose, dans votre recueil, dans ce livre Intimité au pluriel. Peut-être, en guise de conclusion, nous lire un de vos poèmes que vous avez choisi dans votre ouvrage. Voilà, comme une ode aux mots, à la poésie, à qui vous êtes, peut-être aussi, Perla. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, j'ai toujours un problème avec le choix dans ma vie. Ça, c'est un gros handicap. Ah, bienvenue au club, on est deux. Ah, c'est terrible. Je veux tout. Ah, vous êtes comme ça aussi ? Ah, je veux tout. Moi, je fais mienne la phrase de Thérèse de Lisieux qui disait « Je veux tout ». Alors moi, je veux tout aussi. Mais c'est terrible, terrible. Ce sont peut-être les gourmandes qui sont comme ça. Non, mais ça va. Enfin bon, bref. Donc là, j'ai eu du mal. Et puis, quand j'ai du mal, je me tourne toujours vers Sophie. Sophie, c'est cette personne si précieuse dans ma vie qui travaille avec moi. Et comme son bureau est dans mon appartement, j'allais dire qu'il vit avec moi. Non. Elle a tout à fait son lieu de vie, et heureusement, bien sûr, pour elle. Alors, il s'intitule, dans le livre, ça s'intitule « Et si on parlait d'amour ?» Alors, je tiens à préciser que ce poème, entre guillemets, j'ose à peine appeler ça des poèmes, mais ce poème, entre guillemets, est totalement une fiction. Il s'intitule « Prière ». Je peux vivre sur ta lettre d'amour quelques jours, le reste de mes jours. La plus belle lettre que j'ai jamais reçue, la plus belle que tu m'aies écrite.
Camus est battu, Musset et Hugo dépassés, moi comblée, vivante, je la lirai indéfiniment. Je sécherai les larmes de mon enfance, je tournerai le dos à mon adolescence pour vivre ma vieillesse, éclairée par notre rencontre, la vraie que je te dois. Comment célébrer tout ça? Au bout du monde? Sous la couette? Tant que nous en avons désir et capacité, nous rions beaucoup tous les deux. Essentiel. Nous apprenons à mieux nous connaître. J'aime la personne que tu es aujourd'hui. Je sens en toi une bonté qui me bouleverse, une intégrité que je t'envie, une timidité qui me séduit, celle du premier jour. Une capacité à aimer que je découvre, que j'accueille, dont je te suis reconnaissante. La mienne s'en trouve dilatée, un cadeau. Sous la couette encore longtemps, tel est mon vœu, ma prière. Merci infiniment, Perla Servan-Schreiber, pour ce magnifique poème, cette ode. Et puis, on va en retrouver d'autres dans votre livre, dans cette quarantaine de textes. Bonheur, malheur, espoir, visage, vos récits d'intimité sont vraiment comme des madeleines de Proust qu'on déguste. Votre livre est une ode à l'amour, à la vie, intimité au fil des jours, c'est son titre et il vient de paraître aux éditions de La Martinière. Merci d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour ce très beau partage et puis à très bientôt, j'espère. Quel plaisir vraiment de parler avec vous. Merci Anne, merci. Merci Perla du fond du cœur. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.